Le premier débat ce soir nous conduit au cœur de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Nous parlons précisément du projet de développement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté qui a donc organisé et qui organise en ce moment depuis hier jusqu'au 21 avril prochain une formation à l'endroit des bénéficiaires de ce projet. Alors pour en parler ce soir, nous parlons bien évidemment de financement de projets innovants au Cameroun et en République démocratique du Congo. J'ai à ma droite Madame Claire Chitekat. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes attachée du programme Innovation et Formation à l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Bienvenue sur le plateau de Twilight. Merci beaucoup, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Alors, je poursuis à mon extrême droite. J'ai le professeur Odilon Gamela, qui est recteur de l'Université du Congo en RDC, bien sûr. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Twilight. Bonsoir. Alors, de l'autre côté, du côté de ma gauche, cette fois-ci, j'ai les bénéficiaires de ce projet à travers le professeur Laurent Bichoka, qui est à mon extrême droite. Bonsoir, mon extrême gauche plutôt. Bonsoir, professeur. Bonsoir Gaël, bonsoir madame. Et juste à côté de moi, le professeur Joséphine Konkolongo du projet CRITES en République démocratique du Congo. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, nous entrons directement au cœur de cet échange. Alors, lorsqu'on parle de ce projet Claire Chitekat, il s'agit précisément de quoi, le projet de développement des technologies et innovations? Alors, c'est un projet qui est mené conjointement, en partenariat, par l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie, en partenariat avec l'Université Congo, en République démocratique du Congo, et deux organisations au Cameroun, Eden Africa et Ingénieurs sans frontières. C'est un projet qui va répondre à trois grandes priorités de Madame la secrétaire générale de la francophonie. Trois grandes priorités, à savoir la jeunesse, l'environnement et le bassin du Congo. Il va s'agir de soutenir des solutions innovantes pour avoir des résultats à forte valeur ajoutée, tout en s'appuyant sur le monde de la recherche et l'innovation dans les deux pays. Alors, professeur Gamela, qu'est-ce que l'Université Congo apporte à ce partenariat? Bon, comme cela a été dit, l'Université Congo est partenaire d'ILIED pour la mise en œuvre de ce projet. Donc, notre travail nous consiste à superviser toutes les entités qui vont bénéficier de ce financement en République démocratique du Congo. Effectivement, professeur Konkolongo, je me tourne vers vous. Le souci des chercheurs africains, c'est surtout le financement de leurs projets pour pouvoir poursuivre leurs recherches et changer véritablement leur société. Il faut dire que ce financement est vraiment ouf de soulagement pour vous à travers le projet que vous avez présenté et qui a été reçu. Ah, absolument, hein, totalement. Parce que déjà dans notre propre pays, le budget alloué à la recherche est très 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 minime. Et ça ne nous permet pas d'innover de manière effective. Parce que les innovations, on peut dire que nous les avons sur papier. Mais maintenant, il faudrait que les innovations puissent quitter l'étape du papier, l'étape de projet que nous avons dans le terroir vers la matérialisation. Et donc, ce projet est vraiment pour nous un ouf de soulagement. Et surtout, comme Madame Claire venait de le dire, c'est vraiment pour mettre en avant les jeunes, pour mettre en avant et surtout l'environnement, les innovations, parce que tous ces jeunes ont des idées, mais ils ne savent pas comment les transformer. Ils ne savent pas, souvent on rencontre les jeunes, ils nous disent mais nous avons des idées, professeur, mais comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir les matérialiser? Il nous manque des financements. Ce n'est pas souvent évident pour eux. Voilà pourquoi ce projet, en tout cas le PDTIE, est un projet qui tombe vraiment à point par rapport à ces projets de recherche et d'innovation qui existent. Et surtout que vous portez le projet CRITES. Et surtout que nous portons le projet CRITES. Déjà, CRITES, qu'est-ce que ça veut dire? CRITES veut tout simplement dire Centre de recherche et d'innovation technologique en environnement et en sciences de la santé. Donc, le projet que nous portons, en fait, s'intitule tout simplement Création du CRITES. Et dans le mot CRITES, dans ce que je viens de définir, il y a deux mots-clés, il y a environnement et il y a santé. Évidemment, nous n'allons pas nous occuper de toute la santé parce que le domaine est vaste, mais nous sommes focalisés plus sur une maladie qui est encore endémique. Il s'agit de la malaria.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avancées en ce qui concerne la lutte contre le paludisme, mais la prévalence et l'incidence sont encore très présentes. Les cas sont encore énormes et il y a beaucoup de décès par rapport à cela. Donc voilà pourquoi le CRITES a voulu se focaliser vraiment vers des innovations, vers une recherche qui pourrait permettre de parer en fait à ce fléau-là qui constitue encore en ce moment un problème de santé publique. Je précise à nos téléspectateurs que le projet PDT s'applique aux chercheurs et aux innovations de la République démocratique du Congo et camerounais. Professeur Joséphine Kangologo, vous représentez la République démocratique du Congo, bien évidemment. Exactement. Et si je peux préciser, en fait, c'est Kankolongo. Kankolongo. Voilà, s'il vous plaît. Moi, je vais y arriver, c'est l'intégration régionale. Exactement. Voilà, je vais poursuivre à mon extrême gauche avec le professeur Laurent Bichoka. Présentez-nous l'avantage de pouvoir avoir ce financement. Alors, l'avantage d'avoir le financement offert par le PDTIE pour nous, à l'École nationale supérieure des sciences agro-industrielles de l'Université de Ngaoundéré, c'est d'amener les jeunes chercheurs, les jeunes Camerounais, de niveau Bac plus 5 et plus, à être capables d'innover de manière systématique. Parce que, comme venait de le dire ma collègue à ma droite tout à l'heure, les jeunes ont des idées, il leur arrive de manière opportuniste d'innover, mais ils ne savent pas, partant d'une idée d'innovation, de suivre une méthodologie qui leur permet de manière systématique d'aboutir à une innovation, d'aboutir d'abord à une invention, puis à l'innovation. Lorsque vous parlez d'innovation, quelles sont les innovations qui sont au cœur de ce projet que vous présentez concernant le Cameroun? Alors, à titre illustratif, imaginez que vous puissiez consommer du haricot ou du niébé sans souffrir de phénomènes de flatulence qui sont bien connus. Voilà une innovation attendue pour résoudre un problème auquel nous faisons tous face. Lorsqu'on sait que ces produits-là sont très riches en protéines végétales et seraient capables de suppléer au déficit de protéines animales. Tout à fait. Dont nous souffrons. D'accord. Alors Claire, un projet comme celui-ci demande du financement, apporter, on va dire quoi, de l'argent aux chercheurs de la République du Congo, démocratique du Congo et aux Camerounais. Comment est-ce que vous faites pour trouver de l'argent concrètement? Alors, ce financement global pour tout le projet est à hauteur de 5 millions d'euros. C'est un financement conjoint. Une partie est apportée par l'Organisation internationale de la francophonie. L'autre partie est apportée par l'Union européenne à travers l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, notamment dans le cadre du Fonds ACP pour l'innovation. C'est une composante du programme Recherche et Innovation de l'OE-ACP. Maintenant, il faut savoir que sur ces 5 millions, la grande majorité est redistribuée à 15 bénéficiaires. 65% du budget repart concrètement, directement dans les deux pays à ces bénéficiaires finaux. Alors, professeur Odilon Gamela, quels sont les objectifs de ce projet financer 15 chercheurs du Cameroun et de la République démocratique du Congo? L'objectif à atteindre est lequel? En fait, ce n'est pas 15 chercheurs, ce sont 15 centres de recherche qui sont financés. On est parti d'un constat. Dans les deux pays du bassin du Congo, la République démocratique du Congo et le Cameroun, la recherche scientifique est assez basse. On n'est pas très performant. Donc, on a trouvé ce moyen-là pour booster la recherche scientifique. Et donc, le premier objectif, c'est de permettre à ces deux pays-là de pouvoir remonter sur le plan de la recherche scientifique, ce qui est très important. Pour nous, en tout cas, université, parce que une université, sa cotation, c'est d'abord en termes de recherche et de publication. Tout à fait. Et l'autre objectif, c'est de centrer cette recherche sur les problèmes du développement durable et de la réduction de la pauvreté. Et pour que ça soit vraiment bien précis, l'autre objectif, c'est de déboucher sur des innovations palpables qui résolvent des problèmes de la population, des problèmes auxquels la population fait face. Et autre objectif, c'est que, comme disait Madame Professeure, c'est que ça ne reste pas dans les tiroirs, que ça puisse être appliqué. Et pour être appliqué,
il faut qu'on passe de la phase d'invention à la phase de la commercialisation. Et une des meilleures façons justement de pouvoir pérenniser un projet de recherche, c'est que ce projet de recherche passe à la phase de commercialisation, c'est-à-dire que les résultats puissent être utilisés commercialement par des entreprises qui vont utiliser les recherches pour fabriquer de l'argent. Donc là, comme en plus ce sont des solutions qui doivent être adaptées à la population, c'est-à-dire moins chères, on aura vraiment atteint la panoplie de tous les objectifs. Professeur Gamela, vous apportez une précision, il s'agit des centres qui seront sélectionnés et financés. Concrètement, comment est-ce que cette sélection va se faire claire? Alors, il faut savoir qu'au niveau des bénéficiaires, le mécanisme mis en place, il y a des centres de recherche, mais pas tous ne vont travailler sur des innovations. Le mécanisme mis en place, c'est qu'il y ait certains centres qui vont travailler sur des études pour être sûr que tout ce qui est développé soit en adéquation avec les besoins, les savoirs locaux, soit en adéquation avec le marché de l'emploi également. Toute une partie aussi va travailler à donner un cadre à ces innovateurs. Donc il y a certains bénéficiaires qui vont travailler à la constitution de laboratoires de fabrication. Il y a effectivement des bénéficiaires qui vont travailler sur le développement d'innovation, mettre en place un mécanisme qui permette à des jeunes chercheurs, à des jeunes innovateurs de bénéficier de subventions pour développer leurs innovations et d'avoir un cadre de formation, un accompagnement dans le développement de ces innovations. Et puis d'autres de ces 15 bénéficiaires, eux, vont travailler à communiquer autour de ces innovations, en faire la vulgarisation. Donc avec 4 types de profils différents, nous avons dû mettre en place une grille de sélection un peu particulière. Mais concrètement, il y avait d'abord des critères d'éligibilité propres, c'est-à-dire à savoir être une organisation à but non lucratif, avoir déjà bénéficié de ce type de subvention pour des projets de recherche et innovation. Et ensuite, dans l'étude même des projets, nous avons surtout souhaité favoriser des projets qui étaient en adéquation avec les objectifs du PDTIE, que Monsieur le recteur a cité, des projets qui aient également une méthodologie solide, puisqu'on est sur une mise en œuvre jusqu'en janvier 2025, et puis aussi des projets qui, ça c'était très important pour nous, qui prenaient en compte les besoins et les attentes des jeunes, des femmes, dans les deux pays, pour qu'il y ait une adéquation vraiment entre les besoins locaux, les savoirs locaux et les différentes catégories de la population avec le projet et ce qui est développé. Au tout début de la démarche, qu'est-ce qu'il y a? C'est des appels à manifestation. Comment est-ce que ça se passe pour pouvoir être sélectionné? Je parle là pour nos téléspectateurs qui nous regardent ou qui ont peut-être un centre qui voudrait participer ou qui sait dans quelques années être sélectionné par votre institut pour pouvoir avoir un financement. Comment est-ce que ça se passe concrètement pour se retrouver parmi, on va dire, les finalistes? D'accord. Alors, on a lancé un appel, tout simplement, qui a été publié sur le site internet de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui a été partagé, relayé dans les pays de manière très intensive par les autres membres du consortium, qui a été relayé aussi sur les réseaux sociaux du projet, sur les réseaux sociaux des différents membres du consortium. Il y a eu un soutien aussi assez important des ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche et innovation dans les deux pays également, pour faire une diffusion ciblée auprès des centres de recherche, des universités. Et ensuite, les participants ont pu tout simplement postuler à cet appel. Alors, c'est un appel qui s'est décliné en 3 volets. Au final, il y a eu 3 appels qui se sont prolongés pour avoir les 15 bénéficiaires finaux. Ok. Alors, je vais revenir vers le professeur Joséphine Kankolongo de la République démocratique du Congo. Votre sujet est très intéressant puisque vous abordez une maladie qui est vécue par la plupart des populations camerounaises, africaines, la malaria, qui demeure et qui fait encore des morts dans notre société. Concrètement, lorsque vous parlez d'innovation, quelles sont les entreprises que vous allez mettre en œuvre? D'accord, merci pour la question. En fait, comme on l'a dit, c'est vrai qu'on a parlé d'innovation. Il existe des médicaments, je vais utiliser un terme quand même assez générique, des médicaments qui sont utilisés pour essayer de lutter contre cette maladie. Mais il y a quand même un constat, c'est que de plus en plus les molécules, on va dire, qui sont utilisées sont devenues, on peut dire, les plasmodies. Parce que les plasmodies, ce sont les parasites qui sont responsables de la maladie. On les appelle les Plasmodium falciparum. Et en fait, ces parasites-là sont devenus de plus en plus résistants aux molécules qui existent, les molécules qui, permettez-moi la tautologie. Et donc, lorsqu'on parle d'innovation, c'est qu'on aimerait mettre au point de nouvelles molécules qui seraient plus efficaces,
par rapport vis-à-vis du parasite. Non seulement ça, parce qu'avant que le parasite ne soit injecté à l'homme, on passe d'abord, c'est l'anophèle femelle qui est un moustique en fait qui transmet ce parasite à l'homme. Alors on peut aller vers le moustique. Il faut créer de nouveaux insecticides qui permettent de pouvoir tuer ces moustiques-là. Parce que les insecticides qui sont utilisés actuellement sont devenus également inefficaces. Et on remarque que malgré cela, malgré les insecticides qu'il y a toujours énormément de moustiques. Mais avant que ce moustique-là n'arrive à maturité, il passe quand même par l'aspect larve. Et donc, une autre mise au point, ce sera des larvicides efficaces pour pouvoir essayer de tuer ces larves-là pour que ces larves n'arrivent pas à maturité. Donc vous voyez, c'est ainsi que même dans notre projet, de manière stratégique, lorsque nous avions fait l'appel à candidature pour ces jeunes chercheurs, ces innovateurs, nous avons décliné notre thématique générique en 11 sous-thématiques qui devaient justement regrouper l'aspect analytique, l'aspect curatif et l'aspect préventif par rapport à la malaria. Analytique, c'est-à-dire que ces jeunes chercheurs doivent synthétiser de nouveaux produits plus efficaces que ceux qui existent. Et pour l'aspect curatif, parce que c'est vrai qu'on dit la malaria, on doit prévenir, mais il y a quand même des cas, la prévalence est là. Il y a des cas, les malades sont là. Quels sont les nouveaux médicaments, les nouvelles molécules qu'on peut apporter pour traiter les cas qui sont là? Et en ce qui concerne la prévention, il y a notamment les moustiquaires imprégnés. Est-ce que ces moustiquaires imprégnés, on remarque que vraiment de plus en plus, malgré qu'il y a cette imprégnation-là, les moustiques ne meurent plus, ils résistent. Est-ce qu'on pense déjà au vaccin? Est-ce qu'on pense déjà au vaccin? Le vaccin, oui, le vaccin, on en pense. En fait, pour mettre au point un vaccin, ça prend plusieurs années. On pense déjà au vaccin. Mais nous, évidemment, dans notre centre, c'était juste, c'est un centre qui court sur 2 ans. Donc ça ne nous permettra pas de mettre au point, de développer un vaccin par rapport à cela. Donc essayons d'abord de trouver des méthodes préventives vraiment qui sont... médicaments, on a déjà quelques idées, quelques hypothèses, des médicaments innovants pour soigner la malaria? Oui, bien sûr, parce que par exemple, vous savez, nous en RDC, je vais parler pour mon pays que je connais mieux que le Cameroun. En RDC, on a ce qu'on appelle une biodiversité qui est vraiment extraordinaire. Donc on a énormément de plantes qui justement, la médecine traditionnelle utilise des plantes, notamment ce qu'on appelle l'Ocimum gratissimum, ça c'est le nom scientifique, chez nous on l'appelle lumba lumba, qui traite la malaria. Donc on a plusieurs plantes comme ça. C'est ainsi que nous, dans le CRITES, comme Claire l'a dit, il faut mettre vraiment en avant les savoirs locaux. Alors c'est ainsi que nous allons synthétiser des molécules, notamment des nanoparticules qui seront biosynthétisées à base des plantes traditionnelles congolaises qui existent, qui sont vraiment efficaces par rapport au traitement de la malaria. Mais nous allons maintenant les mettre au point de manière efficace, vraiment en utilisant toute la sécurité possible. Parce que c'est vrai que les praticiens nous proposent des drogues, on appelle ça drogue, vraiment, ils nous proposent des drogues. Non, vraiment des drogues. Voilà, mais des drogues, mais ces drogues-là, oui. Maintenant, il faut encadrer parce que ces drogues-là, c'est vrai que ça va tuer tous ces parasites, mais il peut y avoir des problèmes rénaux à côté. Alors voilà pourquoi il faut bien encadrer. Il y a toute une posologie à suivre, exactement. Donc merci pour le terme que vous m'avez prêté. Donc il faut suivre tout cela vraiment en suivant les règles de l'art, si vous voulez. Voilà. Merci infiniment. Alors, professeur Laurent Bichoka, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre à travers les projets innovants que vous allez présenter ou que votre centre va présenter? Merci de cette question, madame. L'objectif spécifique, c'est d'amener toute la jeunesse camerounaise, notamment les étudiants inscrits au cycle de master et de doctorat, je le répète, à être capables d'innovation systématique. Et de manière opérationnelle, nous allons les former à une démarche d'innovation systématique. Et nous allons les accompagner par un coaching de chercheurs seniors comme moi et d'autres collègues dans les laboratoires qui seront dotés de matériel adéquat. Est-ce qu'il y a déjà quelques projets innovants qui ont attiré votre attention de la part de ces étudiants-là? Oui, bien sûr. J'ai parlé de problèmes de haricots que nous pourrions résoudre tout à l'heure, il y a un instant. Je vais parler du manioc. Il y a un problème de manioc
appelé manioc amer de manière profane, mais qui crée des problèmes de santé, de goitre, de retard de croissance intellectuelle, etc. Alors, au sein de l'École nationale supérieure des sciences agro-industrielles de Ngaoundéré, une invention, parce que c'est encore au stade de l'invention, pas encore de l'innovation, parce que l'innovation, c'est la rencontre d'une invention et d'un besoin solvable. Il y a la dimension économique. Donc, c'est encore au stade de l'invention, parce que un brevet d'invention et un modèle d'utilité ont été obtenus. Et ce manioc, par un procédé astucieux, est séché sans fermentation, parce que les pratiques au Cameroun, mais je l'espère, je le pense aussi en Côte d'Ivoire, c'est de tremper le manioc pour le fermenter. Non, là c'est au Congo, pardon, au Congo RDC. Là c'est un procédé sans fermentation et sans trempage, donc on arrive à réduire le taux de cyanure dans ce manioc à un niveau très en dessous des normes de l'Organisation mondiale de la santé. Et qui plus est, afin de préserver l'environnement, ce cyanure est récupéré, puisque c'est aussi un produit qui a une valeur ajoutée sur le marché. Donc voilà une innovation. Mais là, je n'ai parlé que du volet procédé. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on met au point un procédé, il faut qu'il y ait un équipement qui met en œuvre le procédé. Donc il y a une invention au niveau du procédé, une invention au niveau de l'équipement, et puisque le manioc sain qui va en découler est aussi un produit nouveau et sans innocuité, voilà, donc vous voyez que du coup, lorsqu'on résout un tel problème, c'est toute une chaîne d'invention qui se met en place et toute une chaîne d'innovation. Vous imaginez demain, pour terminer, par exemple, un produit prisé dans cette capitale, le bâton de manioc. Tout à fait. Vous il est très consommé par les populations. Voilà, un tel produit issu d'une telle innovation que vous pourriez acheter aisément dans les centres commerciaux. Et dans le respect des précautions de santé, bien sûr, puisque vous parlez de cette exposition au cyanure. Professeur Odilon Ngamela, est-ce qu'il y a un suivi par rapport à ces centres qui sont sélectionnés pour s'assurer que le financement qui sera donné permettra effectivement de produire des résultats? Nécessairement. L'atelier qu'on est venu faire ici a consisté justement à poser les repères nécessaires pour pouvoir faire le suivi. Parce que nous, en tant qu'organisation partenaire, notre travail consiste à faire la jonction entre l'IFDD et les organisations qui vont bénéficier du financement. Et donc, il faut qu'on puisse avoir les mêmes repères tous, et c'est le travail qui a été fait, qui va être finalisé demain, de façon à ce qu'à partir du cadre logique, nous avons, comme tout le monde, les repères qui nous permettent de suivre les évolutions et de façon à ce que tout puisse bien se passer. Et toujours dans ce cadre-là, nous, par exemple, au niveau de toutes les organisations impliquées dans ce projet, nous avons décidé que chaque année, nous allons pouvoir nous voir pour faire le point de toutes les organisations. Parce que toutes ces organisations qui existaient, ce n'est que à l'occasion de cet atelier qu'on a eu l'occasion de se voir. On se connaissait par mail, etc. Mais là, maintenant, on sait mettre un visage, une voix sur chacun. Et donc, nous allons commencer à nous organiser chaque année pour que tout le monde puisse se voir de façon à dégager les effets des synergies qui sont indispensables. Celui qui a une difficulté, l'autre peut l'aider, etc. Donc, il y aura un mécanisme de suivi très pointu là-dessus. Justement, Claire, chez 4 jours d'atelier, il a été question concrètement de quoi durant ces jours? Alors, il faut savoir que cet atelier s'inscrit donc dans ces mesures de suivi, mais aussi de renforcement de capacité et de compétences. Comme le professeur l'a dit avant, c'est un axe important aussi du projet. Il y a un accompagnement qui est fait par les bénéficiaires auprès de leurs innovateurs. Il y a un accompagnement qui est fait, un renforcement de capacité qui est fait à notre niveau également, avec des formations qui sont mises en œuvre. Il y a des formations en ligne, un programme qui s'appelle Objectif 2030, qui a déjà formé des centaines de milliers de francophones. En particulier, nous avons 2 cours sur les métiers et les technologies de l'environnement à l'automne.
Nous allons aussi avoir des formations présentielles écologiques à destination des jeunes chercheurs et innovateurs. L'appel a été lancé tout récemment pour cet été. Et puis, nous avons ensuite l'accompagnement des bénéficiaires directement, donc comme le cas de cet atelier. Nous avons eu une première journée qui a permis de découvrir tous les projets, de pouvoir se présenter, comme monsieur le recteur le disait, faire enfin connaissance en vrai. C'était très intéressant de voir déjà les bénéficiaires échanger entre eux et se dire « Ah, moi j'ai ce problème-là, nous on l'a résolu de cette manière, on peut avancer comme ça ». Échange d'expérience dès le départ, c'était très beau à voir et très enrichissant, je trouve. Là, pendant 2 jours, nous travaillons donc justement sur ce cadre logique et ce mécanisme de suivi, ce développement d'indicateurs que les bénéficiaires vont pouvoir suivre au cours des prochains mois. Et puis ensuite, nous allons travailler de manière un peu plus technique et individuelle avec chaque bénéficiaire aussi pour voir comment faire évoluer le projet, quelles sont les prochaines activités, les prochaines étapes à mettre en place, qu'est-ce qu'on peut apporter, quels sont les besoins, et comment faire en sorte que la machine fonctionne bien dans son ensemble. Est-ce que le PDT est le seul projet de l'Institut de la francophonie et du développement ? Non. Nous avons un portefeuille assez vaste de projets. Moi, dans le cadre du programme dans lequel je travaille, nous avons par exemple un projet en Haïti, donc, qui vise à soutenir l'entrepreneuriat vert, des jeunes qui vont créer des éco-entreprises, en fait, qui vise aussi à structurer des organisations de la société civile pour qu'elles puissent, pour qu'ils puissent contribuer à la gouvernance du développement durable. Nous avons des projets aussi d'accompagnement, de mise à disposition d'outils, que ce soit dans le cadre de négociations francophones. On parle un exemple concret récemment, les conférences des partis pour le climat. Il y a un accompagnement qui est fourni par l'Institut de la francophonie pour le développement durable pour aider les négociateurs à mieux fonctionner, pour apporter un soutien en langue française aussi et surtout, parce que le français a tendance à disparaître de ces grandes plateformes internationales, malheureusement. Donc non, il y a beaucoup d'activités qui sont développées par l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Je vous encourage à aller visiter son site internet, qui en fait un éventail vaste. Plein de projets qui encouragent ainsi ceux qui parlent la langue de Molière, la langue française. Professeur Joséphine Kankolongo, alors, au terme de ces 4 jours de formation, qu'est-ce que vous avez d'atelier, qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce que vous allez faire comme toute première entreprise lorsque vous allez rentrer? Quelle sera la première chose que vous allez faire? Alors, la première chose à faire, bien sûr, parce que nous représentons en fait notre institution qui est l'Université de Kinshasa. Donc, c'est-à-dire l'Université de Kinshasa, c'est que nous sommes en mission par rapport à ce cadre, parce que c'est l'institution porteuse en fait de ce programme. Donc, la première chose, ce sera la restitution, évidemment. Mais nous, ce que ce projet nous a apporté, c'est justement à bien mettre au point en fait notre cadre logique, comme le recteur, Odilon venait de le dire. Il faudrait que nous ayons en fait des indicateurs communs, nous ayons un outil commun, que tous les centres, tous les bénéficiaires aient en fait un outil commun pour que le PDT puisse bien en fait suivre l'évolution de nos projets. Et donc voilà, la première chose que nous allons faire, ce sera la restitution, et évidemment nos bénéficiaires également, nous allons mieux les former parce que nous donnons également des formations, une première formation qui a été donnée parce que nous faudrait savoir que notre projet a déjà débuté depuis le 15 décembre. C'est-à-dire que nous avons déjà 13 innovateurs sur 15. Parce que vraiment, l'objectif final, c'était de mettre au point 15 innovations dans le cadre de ce projet. Mais déjà, 13 innovateurs ont déjà été sélectionnés. Et donc, une première formation, ils ont déjà reçu une première formation en entrepreneuriat. Et donc, là, ce que nous avons eu tout au long de ces journées ici, c'est vraiment également, nous allons leur apprendre à écrire leur cadre logique. Parce qu'eux, à leur tour, devront également nous produire des cadres logiques dans le cadre de leur projet, dans le cadre de leur programme. Ce que nous, en fait, nous sommes, si vous voulez, nous sommes venus apprendre, donc nous sommes les formateurs des formateurs. Donc on est venus apprendre pour également transmettre ce que nous avons appris à nos formateurs. Et comme nous voudrions absolument que, comme nous, notre projet, en fait, il court sur 2 ans, mais après 2 ans, dès que le financement est terminé, nous aimerions une pérennisation de ce projet. Donc il est important que nous puissions donner des formations d'entrepreneuriat, il est important que nous-mêmes nous puissions
à prendre pour voir comment est-ce que notamment le centre CRITES peut devenir notamment un incubateur pour continuer d'encadrer d'autres innovations, notamment de voir comment réaliser des synergies. Parce que ce qui a été très important, c'est que nous avons vu des projets qui pouvaient vraiment être partenaires aux nôtres. Notamment, il y a un projet, je peux citer par exemple celui de Yaoundé 2, qui, eux, c'est pour voir dans quelle mesure est-ce que les innovations, parce que les innovations, comme on l'a dit, c'est sur papier. Sur papier, tout est réalisable. Oui. Tout. Mais concrètement, est-ce que réellement... un tel projet peut être périn, un tel projet peut être de manière vraiment réaliste, réalisable, permettez la tautologie. Donc là, on va voir dans quelle mesure réaliser vraiment des synergies, des collaborations, des partenariats pour pouvoir pérenniser le projet que nous portons aujourd'hui qui s'appelle tout simplement création du centre de recherche, d'innovation technologique en environnement et en sciences de la santé. Eh bien, Claire Chiteka, professeur Odilon Gamela, on peut dire que les leçons sont passées. Durant ces 4 jours, vous n'avez pas chômé. Voilà, on a le résultat juste à côté de nous. Eh bien, merci infiniment d'avoir honoré de votre présence le plateau de Twilight. Eh bien, nous vous souhaitons beaucoup de courage dans cette œuvre que vous entreprenez, que vous débutez aujourd'hui, cette grande aventure que vous débutez aujourd'hui. Et beaucoup de courage à vous. Merci à vous, Claire. Merci, c'était un plaisir d'être ici. Merci, professeur Gamela. Je voulais juste donner une petite précision. Mon université ne s'appelle pas Université du Congo, Université Congo. Avec un K. Avec K. Avec K, d'accord. J'ai enregistré. Merci. Voilà, merci infiniment, professeur Laurent Bidjoka. Merci. Et merci infiniment, professeur Joséphine Kankolongo. Oh, super, vous avez très bien prononcé. Vous y êtes arrivé, félicitations. Je serai bientôt congolaise. Ah, super, soyez la bienvenue. Voilà, c'est avec ce sourire que nous mettons terme à ce premier débat. Dans quelques minutes, ce sera le 19h, présenté par Tatiana en BD. Je vous retrouve juste après ceci.